It's not you, it's me. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle saison et je me suis dit qu'après 5 mois de pause, ça serait pas mal de vous raconter un petit peu où j'en suis et si je suis toujours célibataire et si je suis dramatiquement toujours en manque de cul. Spoiler alerte, non, j'ai baisé depuis. J'espère que ce retour vous fait plaisir. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Ne vous inquiétez pas, le format interview auquel vous êtes habitués revient dès la semaine prochaine. Bon, déjà, pour commencer, je sais que la question que vous vous posez tous, c'est est-ce que je suis toujours célibataire ou non ? Je suis toujours célibataire. Je n'ai pas trouvé l'amour de ma vie, mais quelque chose a changé. J'ai tenté de trouver l'amour de ma vie. Ça faisait quand même presque 1 an et demi, voire 2 ans que j'avais arrêté de dater, arrêté d'essayer de rencontrer des hommes, dû à l'épuisement qu'ils provoquent dans ma vie et dû principalement aussi à la charge mentale qu'ils provoquent dans ma vie. Ramasser les slips d'un mec, ça n'a jamais été mon truc. Enfin bon. Comme je vous le dis dans l'intro, j'ai un peu repris ma vie sexuelle. Mais quand je dis un peu, c'est-à-dire que vraiment rentrons dans les chiffres, rentrons dans le dur, j'ai couché, je crois, avec 2 garçons cette année. Un que j'avais rencontré au bal des pompiers. Un pompier. Là, je vous le dis ça avec un air surpris parce que moi-même je suis surprise de moi. C'était mon premier bal des pompiers cette année. J'avais jamais fait ça. Alors déjà, spoiler, si vous avez jamais fait ça, faites-le, c'est génial. La musique est ringarde, on danse, les pompiers puent le cul. N'hésitez pas, vraiment, ça fait plaisir pour les yeux et le moral. Et alors, vraiment, j'ai gagné le jackpot dès mon premier bal des pompiers. J'ai chopé un pompier. Après, j'étais trop bourré, donc je m'en rappelle pas. Voilà, c'est mes copines qui me l'ont dit. Mais ce pompier, c'était super bien entendu avec mes potes. Donc du coup, on a refait des apéros tous ensemble. Je crois d'ailleurs que ça a pas mal contribué au fait que je reprenne un peu confiance en moi en matière de dating et en matière de séduction. Parce que je commençais tout juste à entamer cette phase où je me disais il faut un peu réaliser que si, il y a des hommes qui me regardent, il y a des hommes qui me draguent, et peut-être que moi, je ne les vois pas. Quand on s'est quitté il y a 5 mois, je pense que quand même ce qui se dégageait des épisodes, même où j'interviewais les gens, j'ai quand même pris le parti de beaucoup vous livrer de choses sur moi, au travers des interviews aussi, et je pense que ce qui se dégageait quand même, c'était une énorme frustration au niveau du dating. Une impression que personne me regarde, une impression que personne me drague. J'avais vraiment le sentiment que je n'avais, plus aucun intérêt aux yeux des hommes. Il y avait ce truc que j'avais pris 30 kilos en l'espace de 2 ans, donc que mon corps, je ne le reconnaissais pas, que forcément, quand on reconnaît pas son corps, on n'est pas hyper à l'aise, et que aussi, c'est un fait, quand on devient une meuf mid-size ou plus size, le regard des hommes change sur nous. Et donc ça, je pense que quand même, c'était une réalité. Entre-temps, j'ai perdu presque 20 kilos, et du coup, le regard des hommes a de nouveau changé sur moi. Et il y a quand même un truc où il faut se réadapter à tout ça, où il faut aussi faire un peu le deuil de ce qu'on a laissé derrière soi. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a des meufs ici qui m'écoutent et qui elles aussi ont une grosse perte de poids, parce que 20 kilos c'est une grosse perte de poids, je sais pas si vous avez traversé ça aussi, mais moi j'avais ce truc où j'avais pas envie de donner l'heure aux garçons qui commençaient à me draguer maintenant que j'avais perdu 20 kilos. Parce que je me disais, ok, donc en fait vous vouliez pas de moi quand j'avais 20 kilos de plus, mais maintenant que je redeviens entre guillemets bonne selon les critères de la société, là on me redonne l'heure ? Non en fait. Il y avait un truc un peu... c'est un peu revanchard où je me disais, en fait, si t'as pas voulu de moi, à l'époque, je vois pas pourquoi je te donnerais l'heure maintenant et pourquoi, c'est un peu dégueu, Donc il y a eu tout ça, mais en gros, revenons à cette histoire de pompier. Parce que quand même, c'est pas mal d'avoir chopé un pompier et je suis pas peu fière. Il avait vraiment un beau cul. Vraiment, les mecs qui m'écoutent, je vous jure, vous misez tout sur vos abdos, sur les bras et tout, alors que le cul, vraiment, allez-y. C'est ce qu'il y a de plus beau chez un mec. Et vous croyez que les meufs matent pas dans la rue, mais si vous saviez à quel point on mate les culs dans la rue, et on le fait discrètement. Je pense que les hommes ne se sentent pas harcelés. Bref. Et donc, du coup, je rencontre ce pompier, on sympathise avec mes potes, avec lui, et en fait, mes potes l'aiment tellement qu'on échange tous nos numéros et qu'on crée une conversation WhatsApp tous ensemble. Et on décide de faire un apéro tous ensemble, et moi, le jour de cet apéro, je suis pas très bien. Voilà, je sais pas, je suis fatiguée du taf, etc. Donc, je suis pas hyper charmeuse, et il fait pas trop de moves, donc il se passe R. Et puis mes potes, les filles, si vous m'écoutez, elles captent pas les signaux que c'est le moment de se barrer. Elles se barrent pas. Donc du coup, moi au bout d'un moment, on est toujours 4, je dis les meufs, moi je retourne me coucher quoi. Donc, j'allais dire je paye pas le pompier, mais je le baisse pas quoi.
Et en fait, se passe peut-être 1 mois, 2 mois, l'été, tout ça. Moi, je le zappe un peu. Voilà, je passe à autre chose, quoi. Et un soir, il m'envoie un message en me disant coucou, comment tu vas Bah écoute, je suis en vacances, je sais pas, c'est quand qu'on se fait un apéro. Moi, je sais pas comment expliquer. À ce moment-là, je capte pas vraiment qu'il me proposait un verre tous les deux. Déjà parce que j'avais pas eu de rencontre dans la vraie vie depuis longtemps, donc du coup, moi les codes, je les ai plus quoi dans la réalité. Comment ça se passe quand quelqu'un nous plaît en vrai je me rappelle pas la dernière fois qu'un mec de la vraie vie m'a proposé d'aller boire un verre. Enfin, j'en ai aucun souvenir quoi. Donc je suis là genre, je capte pas. Et puis je lui dis bah super, ouais quand tu veux, vas-y, on demande aux filles dans notre conversation groupée. Il me dit t'es dispo quand et puis je zappe quoi. J'ai mon boulot, j'ai d'autres trucs, zappe. Une semaine après, il me renvoie un message en me disant un vendredi après-midi, en me disant tu me réponds pas, enfin on va boire un verre ou pas quoi. Et moi j'écris aux filles et les filles me disent non mais Leslie il te propose un date en fait, enfin sinon il aurait écrit dans notre conversation groupée pour faire l'apéro, là il t'écrit qu'à toi. Et attention, c'est là qu'on va jauger le niveau de trauma vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire que je dis vous êtes sûr et tout, bon d'accord. Donc je lui dis ok vas-y, moi je suis libre ce soir, allons boire un verre et tout. Et là le mec, je lui dis on se retrouve où, parce qu'il me dit rendez-vous à telle heure à tel métro. Et je lui dis ouais ok, enfin donne-moi le nom du bar. Et le mec me dit non je donne pas le nom du bar, le bar est trop cool, les bonnes adresses ça se mérite et tout. Les copines, les copains, j'ai été tellement traumatisée par les hommes que quand il m'a dit ça, j'ai cru qu'il avait fait un pari sur ma gueule. C'est-à-dire que je me suis dit en fait je suis tellement moche que le mec, il veut pas me donner l'adresse du bar parce qu'en fait, c'est un traquenard. Je sais pas, je vais arriver et puis en mode carré, on va me jeter un seau de sang de porc où il va être avec tous ses copains pompiers en disant la grosse vache. Voilà, on en est là. On en est là au niveau de traumate. Donc j'en parle à mes potes et tout, et mes potes me disent Leslie, enfin t'es complètement zinzin. Bien sûr que non. Juste le mec a envie de faire ça bien. Tu sais, souvent c'est comme ça, quand un mec propose vraiment un verre, ouais, il a envie de faire une surprise avec un bar un peu cool et tout. Enfin, c'est comme ça que ça se passe en fait, quoi. Et je vous le jure, jusqu'au dernier moment, je prends le métro, je m'habille et tout, et je sentais vraiment une angoisse monter en moi en me disant mais c'est pas possible en fait. Ce mec-là, il a pas réellement envie de me rencontrer, il a pas vraiment envie d'aller boire un verre avec moi parce que je lui plais. En fait, c'est qu'il a fait un pari sur ma gueule. Je suis tellement moche. Après tout, je n'ai tellement aucune valeur au regard masculin que c'est improbable. C'est vraiment, je m'énerve à dire ça et je suis vraiment fatiguée de me dire que, enfin, comment les hommes ont pu me faire subir autant au point que je finisse par penser que quand un mec s'intéresse à moi, c'est un pari, quoi. Enfin, on n'est pas dans un film américain à un moment, quoi. C'est un peu fou, mais bon, du coup, j'arrive à ce date et c'est pas un pari. C'est pas un pari. Le mec s'est fait beau, il sent bon, il m'emmène dans un bar très cool. Les standards sont tellement bas que je suis émerveillée par le fait qu'il paye la première bouteille de vin. Je suis là genre waouh, incroyable. J'ai faim, il paye des frites. Waouh, mais grand seigneur. Enfin vraiment, les standards sont bien bas, les potes. Mais j'étais waouh. Et on a passé une super bonne soirée. On a passé une très très bonne soirée. Il m'a plu, je lui ai plu. On est rentré chez moi. On a couché ensemble. Parce qu'à la base, c'était de ça dont je vous parlais. C'était le retour au sexe. On a couché ensemble et c'était bien. C'était plein de consentement, c'était doux. Le lendemain, il est resté. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais quand même fait des tentatives de sexe cette dernière année. Mais les 3 gars avec qui j'avais tenté, une fois qu'ils m'avaient un peu tripoté, ils se levaient, ils partaient. Donc il y avait un peu la grande peur de est-ce que ma chatte est maudite en fait ? Est-ce que il y a une malédiction sur ma chatte et est-ce que les mecs, dès qu'ils ont touché à ma chatte, ils se barrent. Voilà, c'est dès qu'ils ont touché à ma chatte, hop, il y a le pantalon qui remonte automatiquement et ils partent. Bon non, lui il est resté et donc déjà j'ai eu un peu de soulagement de me dire ok putain c'est cool, ça me fait une expérience un peu positive et ça me fait du bien pour la suite. Ce qui est intéressant dans cette rencontre là, c'est que tout de suite, j'ai su que ce garçon-là me correspondait pas. Certes, le date s'était super bien passé. Certes, il avait été super gentil et on avait vraiment passé une bonne soirée et c'était cool. Mais j'étais pas dans une attente. J'étais pas comme une petite fleur qui attendait d'être cueillie. Est-ce qu'il va me rappeler? Est-ce qu'il va me proposer un date? Est-ce que c'est le début d'une histoire? En fait, non, ce garçon, il correspond pas à ce dont j'ai envie. C'est un garçon qui vient de déménager dans une caserne en banlieue. Il est pompier, donc il habitera toujours dans une caserne. Il est très dans un schéma très classique, hétéronormé. Il veut des bébés. Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Des bébés. Il veut des enfants. Enfin, et moi aussi. Mais en tout cas, tout ça dans un schéma
très très classique, c'est pas un garçon qui lit, c'est pas un garçon qui aime particulièrement la musique, etc. C'est un garçon très différent de moi et c'est pas le type de garçon dont je voudrais. Donc en fait le truc, ouais, on s'est pas donné de nouvelles, mais je l'ai pas mal vécu parce que juste moi-même j'étais apaisée avec ça, que c'était une super soirée, mais que non, j'avais pas particulièrement envie de le revoir. Voilà, que en fait on peut juste faire des rencontres, que c'est cool, qu'on peut s'amuser, qu'on peut passer un bon moment sans créer un trauma derrière, de ghosting, de trucs, voilà quoi. On s'est envoyé un message, on s'est dit c'était une cool soirée, on s'est plus réécrit et si tu nous écoutes, je te fais des bisous, c'était cool. Tu sais trop bien te servir de tes doigts, mon pote. Voilà. Il y a eu un autre gars avec qui j'ai essayé de coucher. Et alors là, on les déteste, on les déteste, on les déteste. Ce gars-là, je vous fais le profil. Là, je l'ai rencontré sur une application de rencontre. Le mec, il est médecin, il s'est séparé, il a divorcé il y a, je crois, quelques mois, etc. J'arrive au date. Les copains, les copines, je suis en bombe. Vraiment, ce soir-là, je sais pas, c'est mes hormones, mes règles sont finies, j'en sais rien. Je suis sur mon vélo, je me sens trop fraîche, j'arrive. Que je suis fraîche. Et je pense que ça se sent parce que tout le monde me regarde. Peut-être c'est dans ma tête, peut-être je me prends trop pour le main caractère de mon film, mais je vous jure, je sens qu'il y a des regards. C'est l'été, il fait beau, c'est pendant les JO, c'est le feu, tout le monde est heureux, il y a personne à Paris. Vraiment, ça pue le cul dans tout Paris à ce moment-là. Pour celles qui étaient à Paris pendant les JO, ça sentait vraiment le cul et la bonne humeur. Et donc j'arrive à mon date, le mec, je le vois, il est beau. Il est beau. Vraiment, tout ce que j'aime. Petit blond aux yeux bleus, petite chemise bleue, un peu loose. Le mec est beau. Vraiment, ça se voit, il a la peau douce et tout, j'adore. Et puis le date se passe trop bien. On rigole, mais vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un, et c'est comme si vous connaissiez, quoi. C'est naturel, il n'y a pas de blanc, tu te marres, Vraiment, il faut imaginer que là, comme vous m'entendez parler, je suis comme ça dans la vie. Je parle comme ça, j'arrive pas à mettre le frein. Je suis quelqu'un qui fait des grosses blagues, qui rigole très fort, qui prend beaucoup de place et ça marche pas. Mais là, tout de suite, il est à l'aise avec cette vibe-là, il a un peu cette vibe-là, donc on rigole. Le mec n'arrête pas de me dire que je suis belle, que je suis au prime. C'est vraiment un super date, quoi. Et direct, on décide de se revoir le lendemain. Et je me dis, putain, c'est dingue quand même, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé un deuxième date. Alors ça, vraiment, je peux vous le dire, ça se compte en années. Je pense que ça fait au moins 3 ans que ça m'est pas arrivé. Premier date, on couche pas ensemble, on boit des verres et tout, c'est le feu. Mais direct pendant le date, on se dit, on se retrouve demain pour aller voir la vasque olympique. Ouais, on avait une petite passion pour les JO, avec tous les problèmes que ça engendre les JO quand même. Moi, j'ai adoré, c'était génial, et lui aussi, donc on était on fire là-dessus. On se retrouve le lendemain et finalement, je sais plus pourquoi, on va pas voir la vasque olympique, on fait un autre truc, mais c'est trop cool. Je crois qu'on va manger ensemble. On parle, on rigole, c'est génial. Très gentleman, il me ramène chez moi, il me fait la bise, il me bouffe la chatte. Il me fait la bise, moi, il me fait la bise, il me fait la bouffe la chatte. Bise, il me bouffe la chatte, il me fait la bise, il me bouffe la chatte. Bise, il me bouffe la chatte. Quand je vous dis il me bouffe la chatte, il faut visualiser chez moi, donc dans mon nouvel appartement parce que j'ai déménagé depuis, il y a un hall avec des petits fauteuils de cinéma, etc. Et on commence à s'embrasser, etc. Et en fait, voilà, c'est pas juste pour vous dire il m'a bouffé la chatte, c'est un peu le retour à mon désir. C'est-à-dire que on s'embrasse, la température monte et tout, et je ressens vraiment du désir. Pas il faut coucher par obligation. Il y a un truc un peu de on est léger, on en a vraiment envie. Je sens son odeur, je sens la peau, je sens le toucher. Enfin, il y a un truc vraiment très chaud que j'avais pas ressenti depuis très longtemps. Pas du désir d'accommodation où t'as fait un date, on rigole bien, donc vas-y, on baise un petit das. Non, du désir. Et puis je sais pas, à un moment je m'assois sur les espèces de sièges qu'il y a dans la cour. Il soulève ma jupe, il me bouffe la chatte. Voilà. Et écoutez, c'était génial. Franchement, c'était génial. C'était moins génial qu'il y ait un voisin qui nous surprenne. Après, peut-être qu'il a pas vu parce qu'il avait la lumière, donc vite, il est rentré. J'ai remonté, j'ai juste baissé ma jupe, il s'est remonté, et puis voilà. Mais bon, voilà, c'était un retour à la sexualité, je dirais, hyper cool en fait, à une sexualité beaucoup plus récréative, beaucoup plus jeune, beaucoup plus spontanée, où ouais, vous savez, comme quand on est ado, où on fait des trucs un peu n'importe où, n'importe comment, on sait pas comment on fait, c'est maladroit, mais c'est bon parce qu'on en a réellement envie, quoi. Et donc, du coup, il y a ce truc-là, et puis on se sépare. Il rentre chez lui, je rentre chez moi. Très bien. Peut-être 2 jours après, on refait un date. Et alors là, on arrive dans la cata.
On arrive dans la cata. Là, on va voir la vasque olympique. C'est trop bien. On reprend nos vélos sous la pluie. Mais sous la pluie, je suis trempée. J'ai un t-shirt blanc. On arrive à la terrasse du bar à côté de chez moi. On se pose. Il y a deux mecs, vraiment, bon, les hommes. Mais bon, la vérité, ça m'a fait un peu plaisir. Qui me disent, oh, vous êtes trop belle avec les cheveux mouillés et tout. Je suis genre, c'est vrai que je suis trop belle. C'est vrai que je suis trop fraîche. Je sais pas, il y a un truc. Il y a une atmosphère. On passe un super verre encore. On boit un verre, c'est génial. Et puis là, bon, bah, je l'invite chez moi. Il monte. Et là, quand je vous dis l'une des pires baises de ma life, mais une baise catastrophique. Et là où c'est intéressant quand même de noter, c'est qu'en fait, ce mec-là, pendant les dates qu'on a eues, il m'a parlé d'un phénomène qui serait masculin selon lui et qui serait chez tous les hommes. S'il y a des hommes dans la place, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire si c'est réel. Qui m'explique qu'en fait, quand un homme couche avec une femme, une fois qu'il a joui, une fois que le désir est passé et que l'excitation est passée, il sait immédiatement s'il a envie de vivre une histoire avec la meuf ou pas. Presque un truc un peu chimique, quoi. Et donc moi, il me raconte ça une fois, et puis c'est vrai que je l'ai relancé parce que c'est vachement problématique de dire ça déjà. Et je me dis, putain, ouais, ok. Et il m'explique que, ouais, il y a des meufs avec qui il a passé des super rendez-vous de 10 heures, que c'était génial, mais qu'une fois qu'il a joui, il a plus envie. Que, ouais, il a envie de rentrer chez lui, que, tout de suite, il réalise que c'est pas la meuf de sa vie, quoi. Donc moi, ce truc-là me travaille quand même, et je me dis, quand même, la fois, du coup, où je l'invite à monter chez moi pour qu'on couche ensemble, je me dis, c'est un peu le test. C'est un peu comme si je passais mon bac. Est-ce que il va vouloir être avec moi après ça? Et donc, on couche, la baise est très médiocre, hein, vraiment. C'était nul à chier. C'était vraiment nul à chier, hein. Je n'ai pas joui, bien sûr, hein. Je crois d'ailleurs que j'étais plus vraiment excitée pendant l'acte. Et pendant l'acte, forcément, je réfléchis à ce qu'il m'a dit en me disant, une fois que j'ai joui, j'ai plus trop, je sais si j'ai envie d'être avec la personne ou pas. Une fois qu'il a joui, se passe le pire qui pouvait arriver. Monsieur se met sur le dos, il se tourne et il dort. Voilà. Donc là, en fait, je comprends que je ne fais pas partie des élus, que je ne suis pas choisie et qu'on ne vivra pas de belles histoires d'amour. Pas de bol. Je capte en fait très vite ce qui se passe, donc je dors pas bien, je suis pas bien, quoi. Et le matin, assez tôt, vers 8h du matin, il m'a plus touché, il m'a pas pris dans ses bras, il y a pas eu d'aftercare, il m'a pas parlé, donc je me sens vraiment merdique, quoi. Je suis là, genre, déjà j'ai envie qu'il parte. Et je pense que comme je dors pas bien, il dort pas bien, et il se réveille, quoi. Et je lui dis, c'est pas très agréable, quoi. Je capte ce qui se passe, en fait, quoi. Et le mec me dit, je sais plus exactement, c'était quand même là, c'était cet été, donc c'était un bout de temps, mais le mec me dit, mais non, mais pas du tout, c'est juste que j'aime pas dormir chez quelqu'un, je préfère dormir chez moi, etc. Mais vas-y, je vais remettre mon pantalon, je vais y aller, quoi. Enfin, le mec, il lui a fallu 2 minutes top chrono pour mettre son pantalon, sa chemise et se barrer à 8h du mat. Et en plus, le mec, c'est là où c'est quand même hyper pervers, le mec me dit, mais ne t'inquiète pas, on se voit quand même demain comme on avait prévu. Non. Bien sûr qu'on s'est jamais revu. Le mec m'a renvoyé un message genre 3 jours après pour se donner bonne conscience en disant c'est pas mon genre de ghoster, c'est ce que tu viens de faire. Hein. Voilà, t'es une super nana, mais je le sens pas d'aller plus loin. Mon classique shit, quoi. Moi, je lui ai répondu genre ton message c'est juste pour te donner bonne conscience. Tu penses être un mec bien, mais non. Tu n'es pas un mec bien. Envoyer ce message-là ne dédouane pas la manière dont tu te comportes et tu n'es pas un mec bien. Ce qui est intéressant avec ce gars-là, en effet, c'est qu'il avait les codes. Il avait les codes, il utilisait les bons termes, ghosté, tout ça. C'était un mec conscient, c'était un mec de gauche, un mec qui se dit féministe, un mec qui lit, qui écoute des podcasts. Et du coup, il avait ces codes-là. Et ça, je pense d'ailleurs que c'est un truc auquel il faut toujours faire attention. Vous savez, les mecs, sur leur profil de rencontre, quand ils mettent féministe, moi, c'est le pire red flag. Quand un mec se dit féministe, de base, je suis hyper méfiante parce que c'est souvent des mecs qui en fait ont quand même très bien compris les règles, qui ont très bien compris les codes et comment s'en servir pour choper encore plus et pour encore plus mal se comporter. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce truc dont il m'a parlé de jouir, et une fois que t'as joui, tu sais
de manière magique si c'est une meuf avec qui t'as envie d'avoir une histoire, même si tu l'adorais avant de baiser avec elle. Je crois que c'est dans le podcast Les couilles sur la table où j'ai entendu 2 sexologues en parler, 2 mecs qui parlaient de ce phénomène-là et de cette en tout cas de cette supposée légende. C'est les players en fait qui utilisent ça, qui se servent de ça pour justifier leur comportement et pour se dédouaner de la manière dont ils se comportent. En fait, c'est pas du tout un comportement isolé, c'est quelque chose de très fréquent. Alors ils en parlent ou ils en parlent pas, mais c'est des mecs qui se dédouanent de leur comportement toxique et irrespectueux en prétextant un motif physique, voire physiologique, biologique, de une fois qu'on a couché, il y aurait un truc chimiquement qui nous dirait dans notre corps si la meuf c'est la bonne ou pas, quoi. Voilà, parenthèse fermée. Ça, c'était le deuxième gars avec qui j'ai tenté d'avoir des relations. Pour ça, ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez un petit peu plus de background, hein. Vous savez aussi qu'il y a un mec pendant le festival de Cannes que j'avais rencontré, on a fait des dates, ça n'a pas donné grand chose, mais c'était une rencontre très cool dans la vraie vie, c'était sympa, donc il y a eu d'autres petits trucs anecdotiques, donc je vous invite à aller me checker sur TikTok si jamais, où je vous raconte les quelques dates que je fais. Depuis le dernier épisode, je suis un peu retournée sur les applications de rencontres, mais je vous dirais de manière beaucoup plus modérée. C'est-à-dire que j'ai repris quand même une vision de ces applications-là et de ces outils de rencontre peut-être plus saine et plus juste par rapport à ce qu'elles sont. J'ai arrêté de les considérer comme un moyen indispensable pour rencontrer quelqu'un. Alors oui, dans ma vie de tous les jours, je rencontre pas énormément de monde. Au taf, y a que des mecs en couple ou des stagiaires, donc moi j'ai quand même bientôt 35 ans, donc je vais pas commencer à sortir avec un mec de 22 ans. Mes potes de potes n'ont pas de potes célibataires autour, enfin il y a pas de dîner arrangé, il y a rien, ça reste quand même très calme d'un point de vue célibat autour de moi. Je rencontre pas beaucoup de mecs, donc je me suis dit je vais quand même un peu retourner sur les applications. Mais là où j'ai changé ma manière d'utiliser ces applications par rapport à l'époque où je les utilisais de manière un peu frénétique, c'est-à-dire à rencontrer quelqu'un toutes les semaines, et puis aussi à du coup me confronter à des situations douloureuses, à des situations parfois violentes, un peu comme je vous ai raconté juste avant avec le gars médecin qui me ghoste après avoir couché avec moi. J'ai décidé de vraiment être hyper modérée là-dedans. C'est-à-dire que si je rencontre pas quelqu'un pendant 3 mois, 4 mois, même en étant sur les applications de rencontre et en ayant fait quelques matchs, c'est pas grave en fait. C'est pas grave du tout. Je rencontre quelqu'un que si j'ai vraiment envie de rencontrer la personne. Que si il y a vraiment un intérêt, s'il y a vraiment une interrogation autour de cette personne-là. Et au-delà de l'interrogation de est-ce que ça pourrait être un bon partenaire sentimental, c'est de l'interrogation toute simple de est-ce qu'il m'intéresse? Est-ce que j'ai envie de le voir? Est-ce que j'ai envie de rigoler avec lui? Et c'est un peu bateau dit comme ça, mais parce que ça paraît simple, comme je le dis, et je sais que c'est hyper compliqué parce que comme beaucoup de monde, j'ai eu une période addictive aux applications de rencontres où je me disais si je me déconnecte, si je suis plus dessus, je vais rater le bon match, je vais rater la bonne rencontre qui va faire que tout va changer. Et puis en fait, à force d'essayer, à force de faire des dates, plus je vais faire des dates, je vais forcément rencontrer la bonne personne. Sauf qu'en fait, non, c'est même plutôt tout l'inverse, c'est-à-dire que à force de rencontrer des gens, à force de se confronter à des situations qui sont désagréables et blessantes à tous les niveaux, en fait, à chaque fois qu'on arrive à un date, on est juste de plus en plus persuadé que de toute façon, ça ne peut pas se produire. Et quand on consomme les rencontres au point d'en voir, de voir des nouveaux potentiels partenaires toutes les semaines, à quel point on est en mesure de réellement s'intéresser à la personne? Moi, c'est vraiment une question que je me suis posée. Enfin, il y a ce truc où vraiment, moi, quand j'étais encore dans la période où j'utilisais beaucoup les applications de rencontres, au bout de 5-10 minutes, c'était claqué. Je savais tout de suite si le mec me plaisait, si j'avais envie d'aller plus loin. Sauf qu'en fait, quand on rencontre quelqu'un dans un cadre de dating, surtout sur une application de rencontre, il y a plein de trucs qui rentrent en compte dans cette rencontre et qui font que la personne n'est peut-être pas 100% elle-même. Moi-même, je ne suis pas 100% moi-même quand j'arrive à un date dans les 10 premières minutes. Enfin, c'est illusoire et c'est très adolescent de croire que on va encore avoir, enfin, je nous l'espère, je pense que ça va quand même arriver, mais qu'on doit avoir immédiatement un coup de foudre pour la personne, que je vois la personne et ça y est, je sais que c'est cette personne-là. Non, sur une application de rencontre, en vrai, on est sur un truc beaucoup plus mathématique que animal. On est sur un truc beaucoup plus calculé. Donc en vrai, je pense
que en général, ces rencontres demandent peut-être un peu plus de temps que quand on rencontre quelqu'un dans la vraie vie et qu'on se laisse complètement embarquer par nos émotions, nos sentiments et tout ce que ça procure en nous. Et du coup, retourner à une consommation plus modérée des applications de rencontre et arrêter de les considérer comme le seul moyen de rencontre, ça m'a permis d'être plus attentif à ce qui se passait autour de moi, à être plus attentif aux rencontres que je pouvais faire dans le réel, dans la vraie vie. Ça fait du bien. Pour autant, il n'y a pas eu de rencontre dans la vraie vie, mais il y a eu des petits moments de flirt, des petits moments où naturellement tu rigoles avec quelqu'un, où tu te poses la question. Est-ce que cette personne, je lui plais? Est-ce qu'on est en train de se draguer? Et ça, je crois que c'est des choses qu'on peut pas ressentir sur les applications de rencontres. C'est quelque chose qui est d'ailleurs assez plaisant, cette partie de se dire, voilà, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est juste du désir? Est-ce que voilà? Bon bah, par contre, ne faisons pas de mystère dans toutes ces rencontres du réel que j'ai fait ces 5 derniers mois. Visiblement, personne ne me draguait. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne se sont pas déclarés. Hein, donc, si vous m'avez dragué dans la vraie vie et que vous ne vous êtes pas déclaré à mon cœur, je vous invite à le faire le plus rapidement possible. Voilà. En tout cas, juste le fait de voir ce qui se passe autour de moi et d'être plus concentré sur ce qu'il y a dans ma vraie vie m'a libéré de quelque chose, m'a déjà rendu beaucoup plus positif à la rencontre. Ça m'a tout de suite donné l'impression qu'en fait, il y avait des possibilités. Alors que quand j'étais focus que sur les applications de rencontre, j'avais l'impression que plus rien n'était possible, que tout ça c'était fini dans ma vie et que bon bah de toute façon maintenant les algorithmes, etc. Sauf que l'amour, ça reste quand même du vrai, que ça reste de l'amitié, que ça reste plein de choses qu'on peut pas expliquer, et que quand on le ressent plus dans la vraie vie et qu'on regarde plus ce qui se passe autour de nous, ben c'est difficile d'accès. Et d'ailleurs c'est marrant parce que du coup le fait d'être de plus en plus attentif au réel et aux gens qui traversent ma vie par plein de biais différents, ça a fait que j'ai rencontré quelqu'un pour qui j'ai eu un vrai coup de cœur, mais un truc assez inexplicable, quelque chose que j'avais pas ressenti depuis des années. Il y a eu un truc de me dire mais assez évident de me dire ce mec est fait pour moi quoi. Il me suivait déjà sur les réseaux et puis pendant un mois, ça m'a énormément travaillé. Je pensais beaucoup à lui et c'était assez plaisant d'ailleurs parce qu'il y avait un truc vraiment une fois plus très adolescent, d'espoir, de fantasme, de rêverie. Je crois que la rêverie dans la réalisation de l'amour, elle est hyper importante, et dans la réalisation de la drague, dans le mécanisme de la drague, elle est hyper importante. Et ce gars-là, après un mois où j'ai beaucoup pensé à lui, où je n'osais pas lui écrire parce que j'avais peur, parce que je me disais, bah ouais, mais ce mec-là, il est tellement génial, il est au prime de sa carrière, c'est débile de lui écrire, bien sûr qu'il va pas s'intéresser à moi. J'arrivais pas à faire de move, j'arrivais pas à envoyer un message pour lui dire, je peux te proposer un verre, j'y arrivais pas. Puis un soir, un dîner avec des copines, j'ai fini par lui envoyer un message, un peu pompette, hein, ça m'a donné du courage. J'ai fini par lui envoyer un message. Et je pense quand même que c'est bien d'insister sur le fait que j'avais très peur de lui envoyer ce message-là parce que j'avais tellement peu confiance en mon physique, tellement peu confiance dans la possibilité qu'un homme s'intéresse à moi, que j'avais peur que ce refus, vu comme ce garçon me plaisait, en quelque sorte me détruise. J'avais peur de pas y survivre. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très significatif dans ces 4 dernières et demie années de célibataire, c'est que j'ai tellement peur de faire que j'attends qu'on vienne me cueillir, que j'attends quelque chose, que quelqu'un me tombe dessus et voit au-delà de tout, voit au-delà des apparences, des grands gestes et tout ça, et du coup ça m'a empêché de faire des choses. Et là, ce garçon, je n'osais pas lui écrire, et je lui ai écrit en me disant putain, il va me foutre un bâche et je ne vais pas y survivre et ça va détruire le peu de confiance qui me reste en moi. Ce gars-là m'a répondu le lendemain en m'expliquant qu'il avait rencontré quelqu'un 2 semaines avant moi et qu'il était super flatté, mais qu'il avait rencontré quelqu'un 2 semaines avant moi, qu'il l'adorait, qu'il n'avait pas du tout envie de s'éparpiller. Et étrangement, je pensais vraiment que si je recevais un refus, j'allais être détruite, que ça allait me faire m'écrouler parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti ça pour quelqu'un et de manière assez inexplicable. Et ben en fait, ça m'a fait tout l'effet inverse. J'ai reçu le message et je me suis dit, ok, déjà, sa réponse me confirme de pourquoi ce mec-là m'a plu plus que les autres. Ce que j'ai
entre guillemets fantasmé de lui est réel. C'est un garçon gentil, c'est un garçon humain, c'est un garçon attentif et c'est quelqu'un de très bienveillant. Et donc dans son message, je l'ai ressenti, la manière dont il me le disait, j'ai trouvé que c'était hyper doux, hyper gentil, pas du tout moqueur, pas du tout... non, juste gentil. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, au lieu de me briser ma confiance en moi, ça m'a redonné vachement confiance en moi. En fait, ça m'a redonné confiance en moi dans la possibilité de reprendre le contrôle sur ma vie sentimentale. De pas être juste dans l'attente que un homme me choisisse, de ne pas être dans l'attente que le destin me mette quelqu'un sur la route. Et ça, je crois que c'est quelque chose que j'avais perdu depuis vraiment des années. Et du coup, forcément, ça a un impact sur la manière dont j'appréhende les rencontres qu'il peut y avoir aujourd'hui. Je suis beaucoup plus actif. Je suis moins dans cette attente de c'est à lui de me proposer un verre. Enfin bon, ça quand même, je préfère que ce soit lui, mais bon, t'as vu. Mais en tout cas, je suis dans un truc où je sais pas comment expliquer, ça a allumé une coche en moi de me dire, mais en fait, tu peux toujours être maîtresse du truc, maître du jeu, et tout est encore possible. Parce que, en fait, ouais, tout est encore possible. Ce gars-là, je le connaissais pas il y a encore 6 mois. Certes, c'est pas devenu mon amoureux, mais j'ai eu une évidence folle pour lui. Une évidence comme j'avais pas ressenti depuis, mais sans déconner, depuis au moins 10 ans. Je pense que ce qui m'a redonné de la confiance en moi dans ce truc-là aussi, c'est le fait de reprendre en effet le contrôle là-dessus, de me dire je suis actrice du truc, je suis capable de le faire, et aussi de se dire j'en suis pas morte. Parce que là où j'avais peur vraiment dans le fait de lui proposer quelque chose et de me prendre éventuellement un râteau, c'était de ne pas y survivre, comme si ma vie était en jeu. Sauf que spoiler alert, ma vie est pas en jeu en proposant à quelqu'un qui me plaît d'aller boire un verre, et que là en l'occurrence c'est des trucs de timing. Ça se trouve le gars je lui plais, mais juste c'est pas le moment. Ça se trouve je lui plais pas et voilà. Et ça se trouve on se retrouvera peut-être, et ça se trouve on se retrouvera pas. Mais je l'ai fait et j'en suis pas morte. Et ça je crois que c'est un truc que j'ai vraiment envie que vous entendiez, que on est hyper blessé. Moi j'ai un parcours sentimental qui est traumatique et qui est vraiment hardcore et qui crée une peur généralisée de la rencontre, de ce qui pourrait m'arriver, de ce qu'on pourrait me faire subir, du rejet. Aujourd'hui, je crois que la plus grosse peur quand même, ça reste le rejet. Mais en fait, non, on peut se faire rejeter et c'est pas grave. Tout va bien aller, personne va mourir. Et si c'est pas cette personne-là, c'est peut-être la prochaine. Ce qui est intéressant avec ce garçon-là, en fait, il est tellement différent des garçons qui me plaisent habituellement que ça dit beaucoup sur le profil de garçon que je devrais plutôt chercher. C'est-à-dire que vraiment, ce garçon-là, physiquement, c'est pas mon idéal. C'est un gars qui est tout petit. Moi, j'adore les grands mecs d'1m90. J'adore les mecs aux yeux bleus, blonds, roux. Plus ils sont blancs, plus ils sont translucides, plus je les trouve beaux. Enfin, il y a un truc avec ça. J'adore ça. J'adore les cheveux longs. Enfin, j'adore ça. Et lui, c'est tout l'inverse. Il est petit, mais vraiment petit. Il est plutôt typé. Il est à l'exact opposé du type de garçon que je rencontre depuis des années. Et quand je vous dis des années, c'est genre au moins depuis plus de 10 ans, si ce n'est le début de ma vie romantique. Et je me suis posé des questions. Je me suis dit pourquoi ce gars-là a déclenché ce truc-là en moi. Pourquoi j'ai ressenti un truc si évident chez lui, alors qu'il correspond pas à ce que j'aime habituellement. En fait, ce garçon-là, il a le même profil socio-culturel que moi. C'est-à-dire que c'est un mec qui vient d'un milieu plutôt précaire, qui a traversé des épreuves, mais de l'ordre de l'horrible, très 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 jeune. C'est un mec qui est un acharné de travail comme moi, qui vit beaucoup par le travail et qui se définit beaucoup là-dedans. J'allais dire c'est un mordeur, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un mec qui bouffe la vie. Vraiment, dans le sens, c'est un mec qui a tout fait pour que les choses se provoquent. C'est un mec qui a beaucoup voyagé, c'est un mec qui est racisé, c'est un mec qui est, je pense, neuroatypique. Et en fait,
très proche de ce que je suis. Je suis une meuf qui a dû se démerder sans famille. Alors lui, c'est pas son cas, mais je suis une meuf qui a dû se démerder sans famille, qui a dû gravir dans les échelons de la société sans études, sans éducation à se comporter en société, sans éducation culturelle. Enfin, je viens d'un parcours qui est violent, qui est fatigant, qui est dur émotionnellement. Et en fait, ce gars-là, il m'a révélé que c'est de ça dont j'ai besoin. Et je pense que c'est assez naturel d'aller vers l'exact opposé de ce qu'on est. C'est-à-dire que, et ça, les meufs ou les mecs qui viennent de milieux plutôt précaires, peut-être pourront se reconnaître là-dedans. Mais je crois que quand on vient d'un milieu extrêmement pauvre, sans éducation, etc., et qu'on gravit des échelons dans la société, et qu'on quitte le milieu duquel on vient, il y a ce truc où on ne veut pas que ça se voit. Et donc, le partenaire avec qui on va être correspond aussi à ça. Être avec un mec blanc, bien éduqué, qui a fait des hautes études, qui est cultivé, qui a une famille, etc. Quelque part, c'est un peu renvoyer aussi un reflet de, comment dire ça, de déguisement presque. Ça serait presque confirmer que je ne suis plus du milieu duquel je viens. Ça serait presque confirmer une forme de réussite, de j'ai réussi à prendre entre guillemets l'ascenseur social. Je me suis extirpée de là d'où je venais. Et ça, c'est une réalisation qui a été un peu violente et un peu libératrice pour moi, de me dire, en fait, je peux pas trouver l'amour en tablant que sur des profils qui ne me correspondent pas. Je ne peux pas parler le même langage que quelqu'un qui n'a pas lutté comme j'ai lutté. Mais peut-être en fait que je finirai pas avec un profil comme là, ce que je réalise qu'il me faudrait. Et je crois que du coup, aujourd'hui, quand je regarde les profils de mecs qu'il y a autour de moi et les mecs avec qui je pourrais potentiellement avoir des trucs, je suis plus attentif à ça. J'essaye de moins me laisser happer par mon besoin presque égocentrique d'aller vers des profils qui correspondent à un fantasme. Au fantasme de la fille que j'aurais aimé être, du milieu duquel j'aurais aimé venir. Les choses sont pas à refaire, et d'ailleurs ça c'est pas tellement lié à ma vie romantique, mais ça fait 1 an que je travaille pour un magazine hautement culturel, un gros magazine d'intello, etc. Et ça a été une de mes peurs, mais quand je suis arrivée dans ce magazine, je me suis dit mais ça va se voir que j'ai aucune éducation, que je viens d'un milieu de pauvresse. C'est marqué sur ma tête que je suis une pauvresse, un culte. Et en fait, au fur et à mesure de cette année, aujourd'hui, je me rends compte que non, en fait, je suis pas du tout un culte, que les gens qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas du milieu duquel je viens, quand ils le découvrent, sont même plutôt surpris, en fait. Et donc, je pense qu'il y a eu tout ça, en fait. C'est au-delà de ma vie sentimentale et de la réalisation du type d'homme avec qui j'aurais envie d'être. C'est aussi, en fait, accepter le milieu duquel je viens et accepter que c'est aussi une force et que ça fait partie de mon identité. Ça ne se gommera jamais. Il y a un truc avec toute cette réalisation de la rencontre possible, de réaliser qu'il y a des gens autour de moi et que la rencontre se fait pas que sur les applications de rencontre. Il y a eu aussi une réalisation plus profonde autour de la personne que je suis, autour de la personnalité que j'ai et autour de l'idéalisation aussi de la femme que j'ai. C'est-à-dire que moi, j'imagine qu'une vraie femme entre guillemets, c'est une femme, une fille un peu calme, une fille un peu jolie mais mystérieuse, finalement un peu tout l'opposé de ce que je suis. Il y a une réalité dans ce truc-là, c'est je crois que les hommes sont plutôt attirés par des profils de meufs, en effet, qui ont un peu cette espèce de forme de mystère. Je pense que c'est une réalité. Je pense que tous les mecs sont pas attirés par ça, mais je pense que les mecs aiment ça globalement, les choses qui sont un peu de l'ordre du défi. Moi, je peux dégager une forme de défi, mais un défi qui est beaucoup plus transparent. C'est-à-dire que j'ai une personnalité qui voilà, c'est déjà dans mon travail. C'est-à-dire que de par le fait que je sois créatrice de contenu, que j'ai un podcast sur le célibat, je m'expose beaucoup. Je suis très transparente sur ma vie. C'est-à-dire que même si je ne donne pas tous les détails de ma vie, il y a une grande partie de mon parcours, une grande partie de ce que je suis, qui est quand même disponible sur Internet. Donc je me dis, putain, pour un mec qui me rencontre, il y a pas toute cette partie de mystère. Et certes, il y a pas cette partie de mystère, mais il y a aussi toute cette partie de ce qu'on imagine de ce que je suis.
et de fait un peu ce que j'imagine de ce que je suis aussi. C'est-à-dire que quand on a une personnalité un petit peu fantasque, c'est aussi un personnage. C'est, en tout cas, chez moi, ça se traduit comme ça. C'est aussi une manière de pas se laisser écraser par le rouleau compresseur de la vie. C'est-à-dire que il y a un truc qui revient beaucoup chez mes amis ou chez mes collègues de taf, etc. C'est que peu importe ce qu'il m'arrive dans la vie, je suis toujours ultra joyeuse, ultra rigolote, à faire plein de blagues, à sautiller dans tous les sens. Personne ne peut s'imaginer les choses que je suis en train de traverser. Ça me fait réaliser quand je dis ça et quand j'y pense que avoir une forme de vulnérabilité dans la séduction, c'est pas mal. Avoir une forme de vulnérabilité vis-à-vis des autres, dans un contexte amical, professionnel ou sentimental, c'est pas une mauvaise chose. Ne pas tout le temps masquer les épreuves de la vie en étant ultra joyeuse, ultra rigolote, ultra tout, ça n'est pas forcément une mauvaise chose. Et ça, j'ai eu beaucoup de difficultés à le réaliser et à l'appliquer dans mes rencontres. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai été beaucoup dans ce truc de fatalité, à me dire, non mais de toute façon, les hommes ne me regardent pas, je ne plais pas, je suis trop ci, je suis trop ça, ou pas suffisamment ci, ou pas suffisamment ça, pour plaire aux hommes. Et quand j'en parlais avec mes copines me disaient, mais tu te rends compte, Leslie, que tu nous dis ça, mais quand t'es en soirée, le nombre de garçons qui essayent d'attirer ton attention, et que tu rembarres, mais d'une violence totale. Alors quand je dis violence, c'est pas dans le terme de je leur dis pas allez casse-toi espèce de petite bite, j'aime pas les hommes, mais c'est dans une espèce de comment dire ça, de trop. C'est-à-dire que je suis tellement mal à l'aise, par exemple en soirée, quand des hommes me draguent. Et quand je dis mal à l'aise, c'est en fait la peur que ça pourrait donner quelque chose. C'est-à-dire que j'ai tellement peur de me faire un cinéma dans ma tête que je préfère couper toute possibilité dès le départ à la racine, comme ça je suis sûre de pas être déçue. Et ça se traduit par des trucs complètement, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, mais c'est-à-dire que mes amis m'expliquent, et je me rends bien compte, mais que quand je suis en soirée et que des hommes me draguent, je leur pète dessus. Je leur pète dessus, c'est-à-dire que juste, ils me parlent et je pète. Et je dis, oh là là, j'arrête pas de péter ce soir. Bah, tu m'étonnes que, même le mec le plus woke du monde et le plus éduqué du monde, c'est pas hyper attirant, hein, une meuf qui pète en soirée quand t'essayes de la draguer. Et c'est assez incontrôlable. C'est-à-dire que vraiment, c'est un truc de protection. Je suis dans un truc un petit peu de, comment dire ça, j'allais dire de petits bonhommes, hein. C'est-à-dire qu'il y a un truc aussi, ça j'en ai beaucoup parlé avec ma psy pour le coup, de si le mec, je lui plais vraiment, je lui plairais aussi dans cette espèce de too much, de trop. Et ça, quand j'en ai parlé avec ma psy et que je lui disais, mais moi, si je rencontre un mec, je veux qu'il m'aime comme je suis, en étant un petit clown, en étant fantasque et un peu vulgose sur les bords et un peu beauf. Et ma psy m'a dit, ouais d'accord, c'est super, mais est-ce que c'est la totalité de votre personnalité? Est-ce que vous êtes juste cette fille un peu rigolote qui pète et qui fait des blagues un peu graveleuses? Est-ce que vous n'êtes que ça? Non. À côté de ça, je suis aussi une fille hyper sensible, hyper douce, hyper, j'allais dire bébé, mais c'est pas du hasard que j'emploie ce terme-là, parce que on n'a pas envie d'avoir besoin d'être dans une posture de bébé pour plaire aux hommes. Mais chez moi, vu que j'ai pas de famille, vu que j'ai pas de mère présente dans ma vie, etc., il y a quand même une notion de bébé. C'est-à-dire que les hommes qui ont été dans ma vie, dans mon intimité, je suis quelqu'un d'un peu, voilà, j'ai besoin qu'on me prenne dans les bras, j'ai besoin l'homme avec qui j'ai eu ma plus belle histoire d'amour m'achetait des petits vernis chez Sephora comme si j'étais un peu une adolescente, et puis il me faisait mon petit burger, il me le mettait sur un plateau télé. Enfin, j'ai une part de un peu de fragilité et de trucs un peu enfantins qui fait partie de moi aussi et qui est pas évidente à donner, et qui pourtant est une part majeure de ce que je suis, parce que l'homme avec qui je vais être, j'ai besoin qu'il soit capable aussi de prendre cette part d'enfant blessé qui se traduit dans mon intimité et qui va d'ailleurs à l'encontre de ma sexualité, de ce que j'aime et de comment je vis dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai une sexualité plutôt dominante, j'aime plutôt les choses un peu de l'ordre de l'exploration, j'aime plutôt les garçons soumis sexuellement. Enfin,
il y a toute cette part de moi où, ça pour le coup, on en fera, si vous voulez, un épisode solo sur découvrir les jeux un peu BDSM et sa part de domination et de récréation dans la sexualité. Et donc j'ai tout ça qui fait partie de moi, mais à la fois j'ai aussi cette partie de grande vulnérabilité qui fait partie entière de la vie de couple potentielle que je peux avoir avec quelqu'un, et qui d'ailleurs fait aussi partie de mes amitiés. C'est-à-dire que là, par exemple, pour vous donner un peu le contexte, ça fait 2 semaines que je suis arrêtée au travail parce que je viens de me faire opérer de la poitrine, parce que j'ai eu recours à une réduction mammaire. Je me suis retrouvée dans une situation de voilà, où je dépends un peu des autres. J'ai eu besoin d'exprimer à mes amis, à mon cercle proche, bah voilà, j'ai besoin que vous veniez me laver le dos, j'ai besoin que vous veniez me mettre au lit, que vous me fassiez des pâtes. Et en fait, les gens, quand on leur exprime ces choses-là, ils le comprennent. On peut pas espérer des gens qui comprennent ce dont on a besoin, aussi bien en amour qu'en amitié, si on ne l'exprime pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. C'est-à-dire que le reconnaître et accepter que je ne suis pas qu'une fille fantasque, ben ça m'a fait du bien. Parce qu'en effet, être dans cette recherche de je veux qu'on m'aime à 100% pour ce que je suis, et ce que je suis, c'est être une meuf rigolote et vulgaire, ben en fait non. 100% de ce que je suis, ça n'est pas que ça. C'est autre chose, ce que je suis. Et aujourd'hui, et d'ailleurs je tiens quand même à le préciser, moi je suis suivie par une psy, je suis une thérapie depuis 1 an, et une thérapie qui est peut-être la meilleure décision que je pouvais prendre. C'est quelque chose qui m'a énormément aidée, et je peux que vous inviter toutes et tous, si vous ne le faites pas encore, à voir un professionnel de santé mentale. Parce que là, on rentre quand même dans une dimension de prévention, mais le burn-out du dating, c'est pas une légende. Ça existe. Notre cerveau n'est pas fait pour subir autant de rejets. On n'est pas construit pour avoir autant d'échecs amoureux, entre guillemets. C'est pas anodin de rencontrer 30, 40 gars ou même 10 gars dans l'année et d'avoir 10 échecs amoureux. C'est pas anodin. Bien sûr que ça nourrit un truc de se dire putain, mais en fait ça va jamais m'arriver. Pourquoi ça n'arrive qu'aux autres? Ça crée une barrière autour de soi qui est ultra solide et qui est de plus en plus dure à briser. Et je pense qu'on y revient un peu à ce que je disais au début de l'épisode du dating plus modéré. Avoir calmé le jeu là-dessus, ça m'a permis aussi de me réapaiser avec moi, mon intimité, mon corps, et surtout toutes les blessures que le dating a pu produire en moi. Ce qu'on vient chercher dans le dating, c'est une rencontre, c'est des choses joyeuses, c'est des choses amusantes, c'est de se sentir vivant. Et je crois que c'est bon de se le rappeler. Draguer quelqu'un, c'est pour rire. Draguer quelqu'un, c'est pour être heureux, c'est pour vivre des moments qu'on vit pas avec quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est un truc à garder à l'esprit, et en tout cas, c'est peut-être la chose que j'ai envie de dire pour conclure cet épisode, c'est rappelez-vous que le dating, c'est avant tout pour se marrer. Tomber amoureux, c'est se marrer. Aimer quelqu'un, c'est se marrer. Coucher la première fois avec quelqu'un, c'est se marrer. C'est que ça. L'amour, c'est du bonheur. C'est pas censé nous faire souffrir, c'est pas censé nous blesser. Alors il y a plein de compromis à faire, etc. Mais c'est censé nous apporter quelque chose de joyeux dans notre vie. Et donc si vous sentez que le dating, etc. vous apporte plus ce truc joyeux et que ça apporte plus de côté négatif, c'est peut-être le moment de faire une petite pause, ou en tout cas de l'appréhender différemment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je suis ravie que le podcast reprenne. Vous n'avez pas idée, ça m'avait tellement manqué. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me suivre sur Instagram, @Leslie, LESLYE.granaud, GRANAUD. On se retrouve dans un prochain épisode sur le format auquel vous êtes habitués, à savoir un ou une célibataire que j'interviewerai sur son célibat. N'hésitez pas à me dire si ce format solo que j'ai testé pour ce premier épisode vous a plu. Et si ça vous a plu, je n'hésiterai pas à en refaire. Merci beaucoup de me suivre dans cette aventure, et à très bientôt.